Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Mou. C'est pas pour me vanter, mais ça réouvre timidement sur la pointe des pieds, à pas mesurer, mais ça réouvre. Au Bijou, par exemple, des concerts à partir du 20 mai, c'est-à-dire à partir de jeudi prochain, dès 19h, avec une jauge de 35 personnes environ. C'est vous dire si là, il va falloir réserver. Alors, jeudi 20 mai, Jérôme Pinel ouvrira les festivités. Le jeudi suivant, le 27 mai, c'est le duo Lunacello avec Eugénie Hirsch au violoncelle et Mingo Josserand au piano. Et puis, le jeudi 3 juin, on écoutera Jourda. Et puis à partir du 9 juin, programmation 4 fois par semaine, avec cette fois une jauge de 75 personnes. Du côté de la CAF Poésie, reprise des festivités dès le week-end prochain, avec une carte blanche qui sera donnée à Florian de Monsan, l'accordéoniste de Pulcinella. Ça se passera vendredi et samedi prochain à 19h, là aussi, jauge limitée. Le Taquin, lui, a pris l'option d'une réouverture peut-être en septembre. Les résidences continuent. Pour la suite, ça sera en fonction de la situation sanitaire et des jauges autorisées. Décision pour le Taquin en juillet. Les apéros-concerts du Grand Rond ne reprendront qu'après la fin du couvre-feu. Quant au spectacle, ils se dérouleront à partir du 19 mai et cela jusqu'au 12 juin à partir de 19h avec une jauge limitée. Au Théâtre du Pavé, réouverture à partir du 9 juin au programme Ambiance Guinguette en extérieur dès 18h avec Adrien Boissé et ses airs de guitare et d'accordéon. Côté théâtre, ce début de fin de saison débutera avec En attendant Godot de Samuel Beckett et puis se succéderont jusqu'au 18 juillet la comédie de boulevard La Perruche et le Poulet suivie de Marius de Pagnol, 3 créations faites par les comédiens maison du Théâtre du Pavé. Les fanfures, cette fanfare New Orleans et funky, cette fanfare toulousaine clôturera la saison du Centre culturel Bonnefoy le 25 juin par un concert en plein air dans le jardin Michelet, jouxtant le Centre culturel, ce Centre culturel Bonnefoy qui réouvrira ses portes plus généralement le 19 mai par la projection à 19h d'un film d'animation J'ai perdu mon corps. Du côté de l'impro, réouverture peut-être en juin ou peut-être en juillet ou peut-être pas. En tout cas, pas de concert pour le moment. Cela dépendra des nouvelles directives en matière de jauge, directives encore imprécises à l'heure actuelle. Les ministères concernés continuent à souffler le chaud et le froid et surtout le flou. Pour le reste, surveillez vos gazettes. Ça va sans doute bouger dans les 15 jours à venir. Et puis, puisqu'on parle de réouverture et de fermeture, simplement vous rappeler que Mixar Myris est toujours fermé, que l'association qui soutient cette structure est en danger, que 3 personnes ont été licenciées, que la mairie de Toulouse a coupé les ponts avec les animateurs du lieu et refuse de discuter de quoi que ce soit pour le maintien des activités de Mixar Myris à Toulouse. Et que la campagne et l'appel aux dons pour Mixar Myris court toujours. Pour le moment, 23 000 € ont été récoltés sur le site Hello Asso. Vous tapez Hello Asso Mixar Myris, vous tombez immédiatement sur ce site de récupération de fonds. L'objectif étant de récolter 30 000 € qui permettrait ainsi de sauver l'association et surtout ses actifs, tout le matériel que cette association met à disposition de pleine
de moments, de festivals, de représentations théâtrales à des prix plutôt imbattables. Mix Armiris, donc, qui n'est pas encore sauvé, qui n'est pas encore tiré d'affaire. Les nouvelles sont même plutôt pessimistes. De tout ça, on reparlera la semaine prochaine puisque Joël Lecussin viendra nous rendre visite. Voilà, salut les filles. C'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 32, réalisé ce soir encore par Marc Lazaro. Ce soir, on parle de Un Colosse, le dernier roman de Pascal Dessin, paru aux éditions Rivage. On parle de reprise des expos et de réouverture des musées et autres centres d'art avec Manuel Pomar. Et on parle enfin de cinéphilie décalée avec notre bon professeur Thibault, notre spécialiste érudit et foutraque. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. La Malcoiffée, c'est ce quartet vocal de filles qui, depuis une quinzaine d'années, fait résonner ses chants polyphoniques occitans un peu partout en France et même en Europe. Dans leur 5e album, Roger, qui sort dans 15 jours, les filles de la Malcoiffée interrogent les dominations, qu'elles soient coloniales, nationales, économiques ou médiatiques. Roger, ça veut dire rouge en occitan, la couleur de la révolte, de la colère, de la résistance. Un projet de musique et d'écriture poétique dont la première concrétisation est donc cet album. Suivront des concerts et l'enregistrement de plusieurs autres albums autour de cette thématique. Nouveau répertoire conçu par Laurent Cavalier, le leader d'un autre groupe du Bartas implanté dans le Minervois, qui permet à la Malcoiffée de nous replonger dans cet univers tonitruant fait de transe vocale, de rythmique jubilatoire et d'un son assez unique. La Malcoiffée, Pim Pam, extrait donc de Roger, album à sortir le 28 mai. C'est Caramel Mou et c'est tant mieux. Cali picca, look at that,
Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Congo ou pardon? Et on parlait de ouverture, réouverture, fermeture, jusqu'à quand on ne sait pas. On va continuer sur ce thème-là avec Manuel Pomar qui a essayé de faire un peu le tour des divers lieux, centres d'art, musées, arts plastiques et compagnie pour nous faire un petit peu un panorama du moral des troupes concernant les arts visuels et plastiques. Celui que j'ai fait en tout cas depuis le début de la semaine du côté des salles de spectacle est assez mitigé. On l'aura compris, il y a des salles qui se disent après tout on y va et on verra bien, d'autres qui disent on va attendre de voir jusqu'à quel niveau de jauge on peut commencer à être raisonnablement viable et qu'en est-il pour les musées et autres centres d'art? Alors Manuel? oui, le bout du tunnel, c'est ça? C'est ce qu'ils appellent le bout du tunnel, ouais. Le tunnel problème, qui a duré 6 mois et demi, non? Oui. C'est depuis le 1er novembre. Et on a beau être au bout du tunnel, ils n'ont toujours pas branché la lumière. Ouais, exactement. Donc, apparemment, de nombreux lieux vont rouvrir le 19 mai. Tout simplement parce que, contrairement au spectacle vivant, les lieux d'expo, on est sur des horaires plus larges, quoi. On va ouvrir en général de midi à 19h, donc les visiteurs ne sont pas tous là en même temps. Et moi, j'ai le souvenir, chez moi, à Lieu commun, avant ce fameux 1er novembre, d'avoir ouvert une exposition le 15 octobre. Mauvais timing. Mais par contre, d'avoir eu 80 personnes par jour, voire 100 personnes, alors que, je vous le dis franchement, habituellement, on a plutôt entre 20 et 30 personnes par jour chez nous au Faubourg Bonnefoy. Et malgré la jauge sur nos 500 mètres carrés d'espace d'expo, qui était une jauge ridicule de 10 personnes, si mes souvenirs sont bons, enfin, alors que dans un espace d'expo, on ne touche rien. Enfin bon, je ne vais pas vous refaire le refrain, hein, mais bon. Donc les lieux, oui, rouvrent. Beaucoup rouvrent le 19 mai. Nous, à Lieu commun, on ouvrira plus tard, le 4 juin, pour différentes raisons. Mais en tout cas, il y a pas mal d'expositions super intéressantes à voir. Voilà, je vais vous faire un petit débrief. Allez. C'est parti. Bon, on va commencer par la Beige. Je suis désolé, il va falloir bouger un peu. Il faut prendre le train. Hein. Donc à la Maison Salvant, il y a une artiste que j'aime beaucoup, que j'ai exposée il y a assez longtemps à Lieu commun, qui est originaire de l'Équateur, qui s'appelle Estefania Peñafiel Loiza, qui a travaillé à la Cinémathèque de Toulouse, qui s'est plongée dans ses archives. Elle s'est intéressée à la figure du figurant. La figure du figurant, c'est pas très joyeux, excusez-le. Donc les figurants de films, ces personnes en arrière-plan, ces personnes qui passent, les passants, les figurants aussi de l'histoire, parce que l'histoire avec un H majuscule, bon, on a des noms, des grands noms, mais il y a énormément d'acteurs qui sont en arrière-plan. Et c'est un travail assez conceptuel, mais sensible. C'est pour ça que j'en parle. Et je pense que ça pose une question assez simple, c'est est-ce que nous-mêmes, ne sommes-nous pas les figurants de nos propres vies? À voir, allez-y. Chaque fois que j'ai vu ces expositions, il y a toujours quelque chose de... Oui, qui vient vraiment vous bousculer. Enfin, je pense qu'elle touche à des cordes vraiment sensibles chez nous, donc allez-y. Aussi nos voisins au Faubourg Bonnefoy, le New Brooklyn à Toulouse. Vous avez l'imagerie qui est un atelier d'apprentissage du dessin académique et aussi une galerie et qui invite un artiste bien connu des Toulousains qui est Ronald Kershaw, affichiste. Ah oui. Celui qui a fait toutes les couvertures des albums du Didier Labbé Quartet. Et qui fait régulièrement les affiches de Ciné Latino. Voilà, ou d'Ombre Blanche, ou de l'Espace Écureuil, le Théâtre de l'Acte, le Festival de Ramonville, avec ce dessin assez fragile, onirique, toujours peuplé d'animaux, beaucoup de masses de couleurs. Enfin, moi, c'est un travail que j'apprécie beaucoup. Et donc là, on aura l'opportunité de voir des originaux. C'est toujours... autre chose que les affiches dans les sucettes, je ne citerai pas de qui, parce qu'ils travaillent ce qu'on appelle technique mixte, à la fois aquarelle, gouache, crayon de couleur. C'est vraiment...
je trouve que c'est un peintre, en fait. C'est vraiment un peintre et faut y aller. L'imagerie, moi, c'est un lieu que j'aime beaucoup parce que c'est un lieu où les gens vont apprendre à dessiner. Voilà, c'est un lieu de transmission. Pour aller à son atelier, à son chevalet, il faut traverser l'exposition. C'est un ancien garage Renault avec une rampe d'accès. Voilà, les expositions y ont toujours un caractère assez singulier. Très bien, donc ça c'est Ronald Kershaw. Oui, à l'imagerie. Tout ça, tout ce dont je vous parle, ça ouvre le mercredi 19 mai, presque au garde à vous. Les abattoirs. Alors, je peux en parler parce que je les ai vues, ces expositions, en tant que professionnel. Il y en a une qui s'appelle Sous le fil, donc rapport au tissu, aux vêtements, grande expo collective, avec des artistes vraiment de toutes les nationalités, des techniques très différentes, aussi bien, évidemment, la broderie, mais j'ai un souvenir... C'est les expos que j'aime beaucoup parce qu'elles sont chorales, c'est la polysémie totale, ça résonne de tous côtés, les œuvres se télescopent les unes les autres. Et une autre exposition à signaler aux abattoirs, Marion Baruch, c'est une artiste roumaine qui est née dans les années 30, j'avais découvert son travail très récemment, je ne connaissais pas du tout. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est rétrospectif. Et donc là, on a une amplitude de travail, il y en a 40 ans de recherche et de voir, selon les décennies, comment une artiste va se caler sur l'époque. Et il y a une très belle installation dans la nef qui, pour une fois, est habitée, parce que... la nef est habitée par des... En fait, elle s'empare de patrons de tissu. Une fois qu'on a découpé les éléments qui vont constituer le vêtement, elle s'empare de ce qu'il reste. Et donc on a des vêtements fantômes qui flottent dans l'espace. À voir. Après, il y a une autre exposition où je suis un peu plus mitigé qui s'appelle Au-delà des apparences, qui est dans le cadre de ce grand programme partout en France qui s'appelle Africa 2020, où il y a pas mal de choses. Mais là, je trouve que c'est un peu une diaspora universitaire. C'est des artistes africaines, mais qui résonnent depuis New York ou d'autres villes au monde. Et je trouve qu'on en perd un peu, justement, une certaine singularité de leur continent d'origine. Mais bon, à voir aussi. Donc ça, c'est aux abattoirs, là aussi, à partir du 19 mai. Voilà. Ah oui, alors je ne l'ai pas vu, mais je connais assez bien l'artiste avec qui j'ai déjà travaillé. Il s'appelle Hugo Bell. C'est un nouveau lieu qui s'appelle le Castelet, qui est à l'ancienne prison Saint-Michel. Oui, d'accord. D'où le Castelet. Voilà, d'où le Castelet. C'est un sculpteur qui travaille avec du plâtre. C'est vraiment son matériau de prédilection. L'exposition s'appelle... Je vais le retrouver. Paysage mental. Oui, c'est ça. Donc, il a recréé, on va dire, ce qu'est une cellule. Donc, les cellules de la prison de Saint-Michel faisaient 9 mètres carrés, semble-t-il. J'imagine que c'était pas pour une seule personne. Et donc, à partir de mobilier, il vient comme ça recouvrir du mobilier avec du plâtre. On a une espèce de résonance des objets par ce matériau qui vient onduler à partir de l'objet. C'est assez impressionnant. Donc, à voir. Et donc ça, le Castelet, c'est dans les locaux de l'ancienne prison. Exactement. Donc, c'est à la fois un lieu de mémoire par rapport à la prison, mais là, c'est une programmation faite par le CAN, c'est-à-dire le Centre d'art nomade, l'ex-Espace Croix-Baragnon, qui depuis qu'il a été vendu par la ville des promoteurs, donc programme dans différents lieux de la ville. Elles avaient fait une exposition dans l'ancien cinéma UGC. Là, récemment, il y avait une pièce d'un artiste qui s'appelle Georges Rouche, qui fait des anamorphoses, qui était sous le pont Saint-Pierre. Oui. Voilà. Donc, Hugo Bell, allez-y. Il y a vraiment une façon de traiter le matériau et de lui donner une vie et une âme qui est assez forte. Il y a une expo au BBB d'une artiste qui s'appelle Elisa Pone. Je ne connais pas. Je sais que c'est une installation vidéo. Mais dans le BBB, le bon de la baleine à bosse. Pas très loin de bonne foi aussi. Je vais parler un peu de lieu commun. Allons-y. Donc nous, on ouvre le 4 juin avec une expo qui s'appelle Néon.
consacré bêtement, au néon. nous allons exposer uniquement des néons. Ce sont les étudiants de l'ISDAT, donc les Beaux-Arts de Toulouse, Institut supérieur des arts de Toulouse, quel nom affreux, donc l'école des Beaux-Arts, qui depuis 4 ans a un partenariat avec un lycée à Paris qui s'appelle Lycée d'Orient, qui est la dernière formation publique de néonistes en France. Moi, j'ai été invité pour faire moi-même mon néon. C'est assez compliqué. C'est une pratique, parce qu'il y a une idée de projection du dessin dans l'espace qui, pour un dyslexique comme moi, devient par moments assez ardu. Assez ardu. Les étudiants s'en sortent bien mieux que les vieux artistes comme moi. Et donc, on va avoir lieu commun dans l'obscurité pour la réouverture. Ok, c'est comme ça, mais avec de la lumière. Et je suis très heureux de repartir avec des étudiants parce que je sais que pour les étudiants, tout ça cette période est plus que complexe. Et voilà, les accueillir dans notre lieu et montrer le résultat de leurs expérimentations, leurs travaux. Donc c'est une expo très courte du 4 juin au 19 juin. Après, on se replonge dans le travail d'atelier parce qu'en fait, comme tous les lieux d'expo, nous étions fermés mais bien vivants. Par contre, les artistes ont travaillé, les compagnies qu'on a pu recevoir, on va encore tourner un clip mardi. Enfin, il y a tout le temps du monde qui vient bosser dans nos espaces. Et par contre, le mercredi 26 mai, pour le lancement du Week-end de l'art contemporain, sur notre chaîne YouTube Lieu commun télévision, l'épisode 4 du Doigt dans l'œil, ouch, notre émission art visuel, spécial duo ce coup-ci. Donc voilà, on a fait une première trilogie qui jouait un peu sur l'univers de la télé, avec des speakerines, avec une émission one-shot sur le cinéma. Animée par notre bon professeur Thibault. Voilà, des choses... une rubrique sur le quartier Bonnefoy pour expliquer d'où nous parlions. Et là, on est parti sur 3 prochains épisodes qui vont chaque fois aborder une thématique. Donc là, c'est le duo. C'est l'idée que 2 artistes se rencontrent. Ils essaient de mettre en veilleuse leur ego. On a du mal à y croire. Et d'en créer un troisième. Surtout dans ce milieu-là. Ego en plus. Et non, ça va être un bon numéro. Et je suis assez content, j'ai fait un petit numéro de clown. Ah oui, ça c'est vraiment à ne pas rater. Donc c'est le 4e épisode de cette émission de télé à voir sur YouTube, Le Doigt dans l'œil, monté à l'initiative de Lieu commun. Eh bien, Manuel, merci. Les affaires reprennent. On va voir sous quelle forme et dans quelles conditions. À écouter notre ministre de la Culture. Les gens sont en attente vraiment d'aller au musée. Il va y avoir des queues énormes. Par contre, est-ce que vous avez des nouvelles de Roselyne ? Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas entendue. Je ne sais pas où elle est passée. Non, nous, on n'a pas de nouvelles. Toutes les nouvelles que l'on a sont... Enfin, je ne sais pas si... Je pense que c'est un peu partout. Il y a comme une fièvre du contrôle en ce moment. Et voilà, et je pense des lieux comme nous et comme d'autres se font contrôler par l'URSSAF, des choses comme ça, ce qui est, moi je trouve, c'est tout à fait normal. Hein. On fonctionne avec une partie d'argent public, pas que de l'argent public, mais une partie. Mais je trouve étrange qu'en ces temps quand même complexes pour tout le monde et surtout pour la culture, inessentielle, rappelons-le, on en profite pour venir fouiller les comptes. Déjà sur des équipes un peu fragilisées, je trouve ça assez dur. Et je voulais enchaîner sur ce dont tu as parlé tout à l'heure, longue vie à Mixart Myris, parce que Toulouse sans Mixart Myris, je suis désolé, ça va pas le faire. Ouais, je le pense aussi. Allez, on en reparlera de Mixart Myris la semaine prochaine. Musique et on passe à la suite.
Voilà, là on est en train d'écouter un morceau de Pantagruel résolu, extrait du prochain album de Le Gros Taubourgogne, le groupe de Colin Jor, le contrebassiste Colin Jor. Un album dès maintenant disponible en préachat sur le site de Le Gros Taubourgogne. Le site s'appelle tobroprod.org /boutique, donc ça leur permettra de pouvoir le sortir très très rapidement et de payer les frais d'impression. L'album est enregistré, on en a déjà les fichiers MP3, vous en écoutez un extrait en ce moment, on en diffusera régulièrement d'autres morceaux, et c'est un album qui pète le feu, chaudement recommandé par la maison. Vous croyez qu'en radio ça va marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. D'ailleurs, vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Pascal Dessaigne, bonsoir. Bonsoir. On était en train de parler d'objets chaudement recommandés par la maison. En voilà un aussi qui est chaudement recommandé par la maison. Votre dernier livre, petit opuscule d'une centaine de pages, 125 pour être exact. Et comme le dit la 4e de couve, avec cet objet, Pascal Dessaigne s'éloigne ici de son genre de prédilection, le roman noir. Et c'est peu dire que vous sortez un peu des terrains que vous balisez depuis maintenant une petite trentaine d'années. Oh ça fait bien à peu près ça que ça fera 30 ans l'année prochaine. Voilà, oui. que vous commettez des romans. Alors on le dit ici assez régulièrement, hormis peut-être celui de l'année dernière qui racontait plutôt des balades faites en montagne moyenne et haute. La plupart de vos romans sont des romans noirs, policiers au départ, de plus en plus noirs à mesure que le temps passe. Et avec celui-là, un colosse, on a un objet qui entre l'article et l'enquête journalistique et une forme romancée de comment se fait un reportage. On vous y voit en train d'aller à la pêche aux informations, en même temps que l'on y découvre votre personnage principal, Jean-Pierre Mazas, né à Verfeuille en 1847, mort à Toulouse en 1901. C'est vous dire si nous parlons d'une époque que les moins de 20 ans ne peuvent plus connaître. Comment êtes-vous tombé sur ce personnage que l'on a appelé le colosse de Montastruc? Le géant de Montastruc. Oui. Le colosse, c'est un peu moins. On l'a appelé aussi le géant de Lavore, le géant de Toulouse, parce qu'il a défrayé la chronique en son temps. Par le hasard et la magie des lieux publics ouverts. C'est-à-dire que dans les années 90, alors j'ai une formation d'historien, donc c'est pas innocent que j'arrive sur ce territoire-là, sur ce terreau-là. Mais j'en avais jamais fait la matière d'un roman. J'étais dans, on va dire, l'histoire immédiate, comme disent les historiens modernes. Et je n'avais jamais eu envie donc de me tourner vers le lointain passé, on va dire, et le 19e siècle en particulier, que je connaissais assez peu, en fait, avant d'écrire ce livre. Et donc, un jour, dans les années 90, je vais au musée du Vieux-Toulouse, qui était un des endroits les plus insolites qui soit. On y trouve une cage où on aurait enfermé une sorcière, on y voit des objets de torture, etc. Et sous une vitrine, il y avait un sabot de bois, pointure 54, et c'était pas le moins curieux, associé à ce sabot de bois, il y a toujours d'ailleurs, pour autant que je le sache, parce que le lieu est encore fermé, il faudra peut-être attendre le 19 mai, il y avait le moulage de son pied. Alors c'est curieux parce que voilà. Et puis avec l'étiquette Jean-Pierre Massas 1847-1901. Voilà, ça a commencé comme ça a été la petite graine dans le terreau de l'auteur. J'avais déjà publié 2 livres et je crois que c'était en 94-95. Et puis au fil des années, ça m'a obsédé. Une bibliothécaire de Toulouse m'a confié des articles où il était question de lui, des articles parus dans la Dépêche, et notamment le témoignage de son fils, d'un de ses fils. Qui racontait toute l'admiration qu'il avait pour son père, etc. C'était un peu beaucoup, me semblait-il. Et puis un autre article qui était un petit peu contradictoire. Enfin bon,
on parlait de cette légende qui était le géant de Montastruc, que de vieux Toulousains à l'époque connaissaient encore. Enfin, ils avaient eu vent de cette affaire. Ils étaient petits sur les champs de foire. Ils l'avaient peut-être, ils avaient connu des gens qui l'avaient connu en tout cas. Et puis, fort du numérique, d'Internet, je crois que c'est vers 2015, 2015, donc 20 ans plus tard, j'ai tout simplement un soir fait une recherche. Mais comme on se dit, tiens, comment va un vieux copain, quoi. Parce qu'au fil des années, voilà, il était en moi, cet homme. Et j'avais pas vraiment de projet de roman, mais je me disais, il va falloir qu'il sorte quelque chose de cela. Ça m'occupe trop l'esprit. Et puis, comme dirait l'autre, c'est arrivé près de chez nous. Alors, je cherchais aussi un sujet qui me permettrait, après 10 années de romans situés dans le Nord, mon berceau d'origine, je me disais, il faut revenir au Sud, mais d'une manière autre. Je ne vais pas réécrire tous mes romans toulousains, je ne vais pas refaire un polar sur le rugby, je ne vais pas réécrire la nuit toulousaine des années 90, etc. Donc, il me faut trouver une bonne idée. Alors, voilà, j'ai tapé Jean-Pierre Massas, et là, stupéfaction, je tombe sur son avis de décès. Tout est numérisé aujourd'hui, beaucoup de choses en tout cas. Et cet avis de décès était en pleine contradiction avec tous les éléments que j'avais recueillis pendant 20 ans. Et donc je me suis dit, voilà, il faut faire une enquête. Qui était cet homme ? On va essayer de le savoir. Son avis de décès m'a conduit aux avis de naissance et de ses enfants et de mariage. Ce qui, au-delà de quelques informations que j'avais, m'a permis de créer la colonne vertébrale du récit. Et puis après, le romancier a fait le reste, parce qu'il y avait d'énormes zones d'ombre. Donc j'ai dû interpréter beaucoup de choses. J'ai dû me mettre dans la peau d'un paysan du 19e, métayer de son état. Parce que c'est vrai qu'on en parle depuis 5 minutes. Qui est ce Jean-Pierre Alors c'est un homme qui fut... il fut une gloire, il fut une curiosité pour la science, il fut, me semble-t-il, un citoyen exemplaire. Quand il a fallu peut-être quand il a eu peut-être la tentation de courir les routes, fort de son talent, il a refusé de le faire. Il est resté à la ferme parce qu'il avait ses enfants. Et quand les plus grands lutteurs de l'époque voulaient le défier, il fallait qu'il vienne sur ses terres. Alors il se déplaçait à Toulouse. Il a fait les beaux jours des salles de spectacle toulousaines de 1876 à 1885 à peu près. J'ai pas de certitude. Oui, puisque là on parle d'abord d'un homme qui mesure 2,20 m, ce qui est quand même assez rare à cette époque, même de nos jours. Donc 2,20 m, d'où effectivement la singularité du personnage. Né à Verfeuille, installé à Montastruc, où il est laboureur. Où il a grandi à Lavore aussi. Voilà. Où il travaille pour un propriétaire de l'endroit, à une époque où le seigneur féodal a été remplacé par le propriétaire citadin, qui vient s'installer à la campagne pour voir fructifier ces champs qu'il donne à travailler à d'autres. Il va devenir lutteur parce que effectivement, il a la capacité pour ça. Mais vous l'expliquez aussi dans votre livre, parce qu'à ce moment-là aussi, se développe un certain style de lutte qui est montré dans des foires, dans des salles de spectacle, notamment à Toulouse, avec un circuit itinérant qui fait le tour de la France. Il va devenir après un phénomène de foire pour finir par être une curiosité pour la science, et cela en l'espace d'une 50aine d'années, ce qui est quand même beaucoup pour une vie d'homme. C'est un parcours de folie et qu'il faut mettre en parallèle avec comme la société évolue, comme l'époque évolue. Il naît à la fin de la Restauration. Il grandit d'une manière spectaculaire sous Napoléon III. Et puis, il va connaître sa gloire et sa déchéance sous les balbutiements de la Troisième République, ce qui est complètement fascinant. Et il va grandir en même temps que les projets les plus fous sont mis en œuvre, c'est-à-dire l'électricité arrive, on a déjà pas mal ferraillé l'Europe, mais bon, on continue à lancer des lignes de train partout, tous azimuts, la Tour Eiffel, va se monter, et donc c'est complètement fascinant. Alors pour préciser un petit peu la singularité de ce personnage, c'est qu'il naît comme tout le monde, on va dire à l'époque, normal, c'est un enfant normal. Seulement à l'adolescence, il souffre
soudain d'une croissance spectaculaire qui va le faire passer d'1,50 m à 2,20 m en l'espace de 5 ans, ce qui est une pathologie. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle à l'époque le gigantisme, mais qui se double de ce qu'un médecin célèbre à l'époque va observer à Paris. Ça se double d'une déformation qui est l'acromégalie, qui fait que les extrémités sont déformées, épaisses, articulations fortes. Bon, il y a plein de symptômes qui seront étudiés grâce à Jean-Pierre Massas et un peu à ses dépens. Et donc, voilà, c'est ça qui est très, très, très intéressant. Et il devient une gloire malgré lui, je dirais. Alors après, là, j'ai beaucoup inventé, c'est là où est le roman, mais il était, à mon avis, c'était un bon gars. D'ailleurs, pour avoir rencontré à 30 et quelques années une jeune femme de 17 ans et lui avoir fait 3 enfants malgré son handicap, comme on dirait aujourd'hui, je trouve que ça doit être un personnage assez séduisant, assez magique. Et je ne peux pas croire que ce fut pas une très très belle relation d'amour. En tout cas, je le vois comme ça. Et puis, je pense que beaucoup de gens ont profité un petit peu de sa gentillesse. Et avant qu'il devienne lutteur, sur les foires d'abord, avant de le devenir dans les salles de spectacle à Toulouse. Je pense qu'on a un peu profité de lui. Donc quand il y avait un problème au village, une charrette renversée, une vache dans une mare boueuse, on appelait Jean-Pierre, le bon Jean-Pierre. Et lui, il était capable de bouger une charrette remplie de foin sur le côté pour faire passer le châtelain. C'est une invention de ma part, mais je le vois très bien comme ça. Et il y a des faits, des anecdotes qui nous sont arrivées avec le temps, que j'ai romancées et qui, elles, sont complètement vraies, mais qui ont été magnifiées par les chroniqueurs d'autrefois. Et qui lui vaudra quand même de se faire un tour de règne et qui sera peut-être le début de sa chute. Alors là, je peux pas... Moi, j'ai fait ce choix-là, romanesque. Après, c'est peut-être les effets de son acromégalie. Peut-être que c'est le moment, parce que ce qui est quand même assez incroyable chez ce personnage, c'est qu'on parlait de la Tour Eiffel tout à l'heure, mais en même temps qu'elle finit de se dresser, lui se met à rapetisser. C'est-à-dire qu'il est monté à 2,20 m et il va finir sa vie à 1,85-1,86 m. Voilà, il va perdre près de 35 cm. C'est assez incroyable. Ouais. Voilà. Ouais. Et là, je pense qu'il y a eu la prouesse de trop. C'est ce que je raconte. Peut-être que c'est aussi l'effet de sa maladie. Voilà. Mais là, j'avais quand même quelques éléments de sa vie, et pour faire un roman, il fallait que j'élargisse le champ, si j'ose dire. Et que vous extrapoliez. Donc, pour vous imaginez un peu qui est ce personnage, et on va demander à Pascal Dessaigne d'en lire un petit morceau. Le chapitre s'appelant Le Portrait, c'est un excellent moyen de se faire tout de suite une idée de qui était Jean-Pierre Massas, Pascal Dessaigne. Oui, et puis on va dire l'enjeu du livre un petit peu dans son rythme d'écriture. Le portrait. Le meilleur portrait que nous ayons n'est pas daté, mais Jean-Pierre Massas y est jeune. Il a été exécuté au crayon par un dénommé J. Vidal. Il s'agit d'un plan serré qui laisse imaginer l'énorme stature. Les épaules n'apparaissent pas entières, mais ce qu'on en voit impressionne. Plusieurs colombes pourraient s'y tenir côte à côte, comme sur une solide branche. C'est bien le portrait le plus avantageux que nous possédons. Il en existe d'autres, plus tardifs, plus perturbants, qui dérangent le regard. En 1894, le professeur Édouard Brissot écrira dans son rapport que le malade a une tête au maxillaire très proéminent, une figure tout en mâchoire. Le portrait de Jean-Pierre Massas jeune ne montre pas un tel défaut. On est surpris plutôt par la régularité des traits, le bon équilibre du visage, les pommettes hautes, les lèvres fines, le regard franc. Les oreilles sont dégagées et on ne voit pas les cheveux à cause du chapeau. Jean-Pierre Massas a alors un visage très affirmé. Il se dégage de lui une force tranquille, indiscutablement. Sur ce portrait, Jean-Pierre Massas est habillé avec soin et élégance, comme un dimanche pour aller à la messe. Il porte un chapeau donc, dont la taille est trompeuse à cause de sa grosse tête. Sur un autre, ce chapeau serait grand.
Le col de sa chemise, plus italien que français, paraît petit aussi, mais la cravate est ainsi mise en valeur. La chemise est de couleur blanche, le costume, gilet et veste, bleu foncé peut-être, plus vraisemblablement noir. Ce portrait montre Jean-Pierre Massas jeune et en bonne santé. Il a sans doute été exécuté par J. Vidal à la fin des années 1860 ou au début des années 1870. Jean-Pierre Massas a une vingtaine d'années. Il ne peut alors probablement pas imaginer qu'il rencontrera un jour la gloire. Voilà, et la gloire, vous le racontez, et plusieurs lignes de ce livre y sont consacrées. Il y a cette apparition d'un sport qui va devenir très populaire en France dans ces années-là. C'est l'ancêtre du catch. Voilà, c'est l'ancêtre du catch, c'est la lutte à main plate. À main plate, oui. Inventée par un ancien grognard napoléonien du côté de Bordeaux, qui va essayer... Ex-Braya. Voilà, qui va essaimer partout en France et qui va être à l'origine de la constitution de plusieurs troupes itinérantes qui iront se défier les unes les autres c'était magnifique. dans les grandes villes françaises. Oui. Et avec Jean-Pierre, ce qui est extraordinaire, c'est que sa réputation a dépassé le village, le canton, la région, et que les plus grands athlètes sont venus le défier. 1000 hommes. Il n'aura de cesse de venir à Toulouse, et puisqu'il faut travailler au champ, àLavore, pour défier Jean-Pierre, mais Jean-Pierre... Sans jamais le battre. Sans jamais le battre. C'était une vedette nationale, ce 1000 hommes. Mais je pense qu'on ne pouvait pas trop battre Jean-Pierre Massas parce qu'il avait quand même une technique assez élémentaire. Non, mais élémentaire surtout, je pense. Il n'était pas dans la finesse. Et comme c'était un... Vous imaginez, il faisait facilement ses 160 kilos. C'était ce qu'on appelle une bestiole. Ouais, voilà. Puisque un beau bébé. Le principe de cette lutte à main plate était que l'on ne pouvait pas se prendre en dessous de la ceinture. Oui. Ça voulait dire qu'il lui suffisait de prendre la personne qu'il avait en face de lui au niveau de la taille, de le serrer, puis c'était terminé. Voilà. Il fallait pas de coups, de mauvais coups. Voilà. Et puis ensuite, après ses blessures, pour autant que je sache, il a continué à se battre. Mais c'était impossible de le mettre à terre, puisque le principe de la lutte à main plate, c'est que le vaincu doit se retrouver au sol, les épaules touchant le sol. Et comme il était déformé, un peu comme un polichinelle, après sa blessure, il y avait toujours la bosse qui le protégeait. Voilà, il bougeait comme un pivot, et il était impossible à son adversaire de l'aplatir sur le tréteau. C'est quand même assez incroyable, mais ça crée dans la tête des images complètement folle. Et moi, ce qui a été un bonheur, parce que je crois que j'ai eu accès à des sources que peu de gens ont trouvées, parce que je suis allé traquer la moindre information sur lui dans la presse du 19e et notamment toulousaine, qui aujourd'hui est sur des microfilms. Ça a été de retrouver un peu certains comptes rendus des combats dans le Télégramme de Toulouse à l'époque, et c'est assez savoureux. C'est assez savoureux parce que vous aviez ces athlètes qui arrivaient à Toulouse. Toulouse était un village, faut se remettre dans l'esprit de l'époque. C'est pas très longtemps après la crue dévastatrice qui a mis quand même, qui a par-dessus qui a créé des ravages à Toulouse et créé beaucoup de malheurs. Donc c'est une Toulouse meurtrie qui renaît comme après un fléau, et les salles de spectacle rouvrent, et puis on crée du jeu, on a besoin de distraction, et c'est assez magique. Et ça a été la magie de l'écriture à ce moment-là, c'est d'essayer de donner un peu la saveur de cette époque. Et je suis persuadé que si à Toulouse on aime la castagne, ça vient de ça vient de cette période-là. Ça vient de là. Parce qu'il faut l'imaginer sur des champs de foire, il faut l'imaginer dans des foires expo, mais il faut aussi l'imaginer dans des salles. C'est un spectacle de musical. Ah, complètement. Cette lutte, et comme vous le dites, c'est sans doute l'ancêtre du catch. Ce qui est assez singulier
singulier aussi dans la façon dont vous avez d'aborder ce récit, cette enquête, c'est de raconter une France qui est en train de s'ouvrir à plein de choses. Elle s'ouvre aux techniques, elle s'ouvre à la science, elle s'ouvre au commerce. Il y a tout ce mouvement du positivisme qui commence à bien diffuser les élites hexagonales, mais en même temps, on s'aperçoit d'un monde qui n'a pas bougé. Le seigneur du Moyen-Âge a été simplement remplacé par un propriétaire plutôt bourgeois, mais le rapport entre les hommes est le même, c'est-à-dire inféodé. Je te cède ma terre, tu la travailles pour moi, et on en partage les bénéfices. Là, ce que vous dites, c'est du 50-50, j'allais dire, il a bien de la chance, ce Jean-Pierre Mazas, d'être à 50-50 à cette époque-là, mais on a vraiment l'impression qu'en même temps que vous décrivez une France qui s'ouvre au monde, il y a quand même la majorité des personnes qui l'habitent qui restent engluées dans un féodalisme qui n'a pas trop bougé depuis 3-4 siècles, 5 siècles même. Ben, la France est paysanne déjà, pour majorité, elle est morcelée. Elle ne parle pas la même langue. Jean-Pierre Mazas ne parle que le patois et lorsqu'il rencontre un médecin qui veut le... Il lui faut un traducteur, une traductrice en l'occurrence, un truchement comme on disait. Voilà. Mais alors c'est le paradoxe, mais c'est ça qui est assez fascinant. Cela dit, la Troisième République, dès les premières années, il y a eu des avancées incroyables. Liberté de la presse, l'abolition de la peine de mort pour des raisons politiques, l'instruction obligatoire, ce à quoi échappe Jean-Pierre, c'est trop tard pour lui, donc il n'est pas vraiment allé à l'école. L'arrêt du travail pour les enfants. Voilà, on enlève déjà les crucifix des écoles pour bien marquer l'école de la République. On est loin des lois de 1901, mais on va y approcher. Mais il y a déjà les hussards noirs. Ouais, et non, c'est pas facile. Alors il y a quelques avancées au niveau social qui sont insuffisantes, mais c'est un long chemin. C'est quand même une époque de grand bouleversement, quoi. Mais on a l'impression que ça n'arrive pas dans cette France profonde. Ah non, je ne pense pas. À Montastruc, la conseillère, ça n'arrive pas. Comme dans de nombreuses contrées. On a la rumeur. On a la rumeur. On sait que, tiens, quelques républicains ont été élus là-bas à la Chambre, à Paris. Mais les informations, il n'y a pas Internet, n'est-ce pas? Les informations arrivent longtemps après. Et le pauvre bougre qui laboure son champ, il est loin de ses préoccupations. Donc voilà, je pense qu'il échappe beaucoup de choses par contre, il y a ce qui est visible et fascinant. C'est-à-dire qu'il y a la voie de chemin de fer, la construction du tunnel pas très loin de Montastruc. Tout ça, c'est récent. Les premières automobiles. Quand la coque, qui est une invention de ma part, vient le provoquer pour devenir phénomène de foire, il vient encore avec son cheval et son rêve, c'est d'avoir une voiture. Il faut savoir qu'à ce moment-là, on est vers 92 par là. Il n'y a que 300 automobiles en France. Vous imaginez une France sans auto? C'est dingue, c'est dingue. C'est absolument incroyable. Donc ce qui apparaît est quand même franchement impressionnant au regard même des plus modestes. Autre chose un peu singulière dans ce récit, c'est la lente descente aux enfers de Jean-Pierre Mazas. C'est vrai donc laboureur, il devient lutteur, et un lutteur reconnu, vous le disiez, pendant 8-9 ans, il va être une vedette, même une vedette dans le milieu national. Il sera cité dans certains bouquins au début du XXe siècle comme ayant été quelqu'un d'important dans la lutte, et puis il se blesse, il gagne de moins en moins de combats, on vient le chercher pour être phénomène de foire à la manière du terme américain de freaks, c'est-à-dire les gens à côté, à la norme, en dehors de la norme, pour finir curiosité médicale, puisqu'il va être étudié pour savoir qui est-il. Oui, c'est vrai que c'est une descente assez pathétique pour le coup dans la vie de cet homme qui sera mort. C'est pour ça qu'on n'est pas loin du roman noir. Au-delà des 50 ans. C'est un destin tragique, bien sûr. Alors, curiosité pour la science, disons que c'est un moment crucial dans sa vie,
d'une rencontre avec Édouard Brissot, qui était un grand médecin, un grand scientifique de l'époque. Et sans le rapport qu'il a fait de ce phénomène, on en saurait très peu, et je n'aurais pas pu écrire le livre d'ailleurs. Mais ce moment-là s'inscrit dans toute cette période où il est phénomène et où petit à petit sa maladie l'handicape de plus en plus et finit par le rendre pas méchant, mais aigri plus que ça. Je pense qu'il domine pas du tout son personnage et il est racorni, il est recroquevillé sur lui-même au fond de la cabane, au fond de sa charrette. Il est comme une bête blessée. Et je me posais la question en lisant votre livre, pendant ce temps, que devenait sa famille, puisque quand il devient un phénomène de foire, il fait le tour de la France. Il va dans toutes les régions de France pour se montrer. Moi, j'ai une trace de lui au Havre, j'ai une trace de lui à Bagnères de Bigorre. Je sais qu'il allait tous les ans à Paris pendant en 89 les expositions universelles. Voilà. Alors, il était en marge, il n'était pas dans l'exposition universelle. Il faut imaginer l'exposition universelle et puis tout ce qui se jouait autour. Il y avait tous les phénomènes de foire qui étaient rassemblés sur une allée. Et il en faisait partie. Je sais cela. Je pense qu'il devait envoyer de l'argent à sa famille. Parce que du témoignage de son fils, on peut retirer qu'il n'a pas tant souffert dans son enfance. Donc je pense qu'il devait, il devait avoir gardé cette intégrité-là, cette droiture. Cette droiture. Et donc, rentrant de Bordeaux en train, il a une attaque dans le train et il meurt à Toulouse à la sortie de la gare en 1901. Peut-être pas dans l'anonymat, parce que quand même ça fait un peu parler en ville cette mort-là. Ah bah oui, c'est un moment assez spectaculaire de la vie toulousaine. D'abord, un homme de cette stature qui meurt dans le train, ça se remarque. Et puis il est populaire quand même à cette époque-là. Il est une des grandes figures de Toulouse, le géant. Et d'ailleurs, Toulouse s'est approprié cet homme. Il fut à un moment donné présenté comme le géant de Toulouse. Le géant de Toulouse. Voilà. Chacun a voulu faire de ce géant son personnage. Lavore aussi, on a fait le géant de Lavore à l'occasion d'un combat. Et avec sa carriole, qui est comme un corbillard improvisé, il remonte l'allée Lafayette, puisque c'était pas encore l'allée Jean Jaurès, qui était pourvue de régulièrement, presque en continu, je crois, d'une foire très étoffée. Il y avait de tout. Il y avait même des dresseurs de tigres, de lions. Il y avait tous les phénomènes qu'on peut imaginer, en même temps que tous les camelots qui permettaient un formidable. Alors il faut imaginer ça. Depuis l'école vétérinaire qui a été remplacée par un grand parking à une époque, et maintenant il y a la médiathèque. Voilà. L'école vétérinaire qui était un bâtiment magnifique, et puis l'allée Lafayette qui remontait avec des arbres tout fraîchement plantés et une grande foire. Ça avait quelque chose d'insolite. Je rêverais de pouvoir reconstituer ça dans un roman. Dans un film surtout. Ou dans un film. Non, ça doit être formidable. Le souvenir que vous avez de ces quasiment 20 ans passés avec la figure de Jean-Pierre Mazas? Comment cela? C'est quelque chose qui vous rend nostalgique maintenant que c'est terminé? Non. Je suis. C'est un copain. Enfin, maintenant. En plus, j'ai le sentiment qu'il m'a guidé, vraiment. Il y a eu des moments assez magiques dans la quête. Des éléments de sa vie me sont arrivés par le plus pur du hasard. Et je suis allé sur sa tombe qui est à Montastruc, et me promenant dans le village, j'ai eu la tentation d'aller dans le château, mais bon, c'est privé, donc voilà. Mais tout d'un coup, un homme sort du bois et il se passe un truc.
Je lui demande ce qu'il fait là. Il me dit que bon, il repère les renards. Et lui, il me demande la même chose. Et je lui dis, je mène une enquête sur un personnage de la commune. Et il me dit, mais le géant. Et à ce moment-là, je lui dis oui. Il me dit, mais j'ai fait un dossier sur lui. Il est à votre disposition si vous voulez. Et voilà. Et je me dis qu'il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que il s'est passé un truc assez magique. Voilà. Et le livre est porté par cette magie-là. Voilà, dans le livre, c'est Un colosse, Pascal Dessaigne, aux éditions Rivage, une enquête et un portrait d'un personnage local de Montastruc, Jean-Pierre Mazas, mais avec tout le contexte historico-social de l'époque, autant dans la région qu'en France, puisque vous citez aussi pas mal d'événements qui, au fur et à mesure de la vie de ce Jean-Pierre Mazas, sont en train de bouleverser l'Hexagone. Merci beaucoup, en tout cas, Pascal, d'être venu nous parler de ce livre. Je suppose que déjà le prochain est en train de se faire. Ah, il est fini. Il est fini. C'est la photo Covid. Ah, ouais. Et alors, cette fois, puisque on vous avait reçu ici pour une autre émission il y a 6 mois, vous nous aviez dit que le prochain serait un roman historique. Le prochain sera quoi ? On reste dans cette idée-là. Dans cette idée-là. Voilà. Ça se passera en Aveyron en 1886. Eh bien, parfait. Vous viendrez nous en parler à ce moment-là. Merci, Pascal Dessaigne, d'être passé par ces micros. I prefer to take the road, breathing the air on each place, traveling like a bird over human borders. Voilà, on écoute Time is Coming, c'est le dernier album d'Orcival, le projet du guitariste Julien Guitare. Le morceau qu'on écoute, c'est Human Borders, album sorti la semaine dernière. Caramel mou, c'est fou. Bonsoir, professeur Thibault.
Bonsoir, petite fée de la FM. Comment allez-vous? Oh, ben ça va très bien, ça va très bien. Formidable. Voilà. Formidable. Donc, nous nous étions entretenus hier au téléphone. Oui. Et vous m'aviez promis quelque chose de formidablement touffu. Touffu, oui et non. Vous m'avez dit phénomène de foire. Phénomène de foire, l'expression politiquement correcte. Oui. Mais c'est monstre de foire. Et ben voilà. C'est monstre de foire. C'est monstre de foire ou Frix. Voilà, c'est un petit peu l'équivalent américain. Ne croyez pas si bien dire, parce que écoutez, je vais vous faire ça au débeauté comme d'habitude, parce que figurez-vous que je collectionne tout ce qui est à base de monstres. De monstres de foire, frics, etc., cirque, choses complètement démentes comme ça, qui se sont passées d'ailleurs, qui n'existent quasiment plus. Alors on pourrait se dire que c'est bien, et c'est vrai que c'est un petit peu paradoxal, parce que de notre côté, on pourrait se dire que oui, effectivement, c'est pas très bien que ça n'existe plus. Voilà. J'ai toujours été fasciné. Vous saviez qu'à la fête Saint-Michel, par exemple, à Toulouse, il y avait un spectacle de monstres de foire, tout cheap. Encore dans les années 80. J'y allais, moi, dans les années 80. C'était assez minable, mais c'était assez charmant. Assez charmant. Moi, j'adorais ça. Voilà, la femme à barbe, la sirène, l'homme tatoué. Regardez ce que je suis devenu. Peut-être à cause de ça, finalement. Et puis tout le monde se ressemble aujourd'hui. Il y a une espèce d'horreur vous prenez le métro, on a l'impression qu'on est tous cousins. Ça me fait un peu flipper, quoi. Donc c'est pour ça que je préfère les frics. Très bien. Donc alors, il va être question de frics ce soir. Oui. Alors j'ai pioché, pour tout vous dire, un peu au hasard. Alors c'est assez dommage parce que tout à l'heure, Pascal Dessin parlait d'acromégalie. Il y a eu un acteur à Hollywood assez célèbre qui s'appelait Rondo Hatton, qui a réussi grâce à son acromégalie. Il a fait toute une série comme ça de films de monstres où les gens pensaient qu'il était maquillé. Parce que bien évidemment, c'est les extrémités qui gonflent, donc avec les arcades comme ça qui sont très très gonflées, le nez, les pommettes, les mains, les pieds, ouais. Ça fait un petit peu flipper. Donc cet acteur avait fait toute une série de films d'horreur dans les années 40, voilà. En lisant le livre de Pascal Dessin et donc en découvrant cette maladie dont vous venez de parler, je me suis dit finalement les Bogdanov, c'est peut-être pas de la chirurgie esthétique qu'ils ont faite, mais ils souffraient peut-être aussi de cette maladie. On est un peu dans ce style-là, quoi. Alors j'ai pioché au hasard. Alors il y a des trucs que j'ai pas retrouvés, parce que vous savez que c'est un peu le bordel chez moi. Mais il y a des trucs que j'ai retrouvés. Pourtant je croyais avoir tout dans un même coin, mais visiblement non. Ou alors j'ai prêté quelques petits trucs. Et on vous a pas rendu. Voilà, après ça commence. Alors on va commencer par un truc. Moi, j'adore ce film qui s'appelle The Penalty, qui est un film de Wallace Worsley qui date de 1920. Ça nous rajeunit pas. Avec Lon Chaney. Alors, qui était pas, on peut pas appeler ça un véritable Frix, Lon Chaney, mais il y avait la particularité chez cet acteur, c'est qu'il adorait se déformer. Et là, il joue le rôle d'un cul-de-jatte. Donc, pour tout vous dire, il avait ramassé ses jambes en fait dans son dos et il s'enfermait comme ça dans un corset, dans une espèce de carcan comme ça. Donc, il restait comme ça 8 à 10 heures par jour. C'était vraiment une torture, mais je pense qu'il aimait bien ça. Et là, du coup, c'est un film complètement incroyable. C'est un film noir, en fait, où c'est un unijambiste qui règne un petit peu comme ça sur la pègre de San Francisco, si mes souvenirs sont bons. Et alors, on lui a scié les jambes quand il était petit. Un médecin, là, qui a fait une bêtise, il en a gardé une haine, comme ça, et s'est marqué sur le visage de Chaney. C'est un film absolument extraordinaire. Ça existe en Blu-ray. Il y a des copies pourries qui traînent sur YouTube et tout, en noir et blanc. C'est un film muet, teinté, d'époque et tout. Faut vraiment le voir dans de très 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 bonnes conditions. C'est un véritable chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma. Je pouvais pas non plus ne pas passer à côté de Frix, de Todd Browning. Voilà, vous connaissiez l'anecdote des repas sur le plateau de Frix. Il n'y avait aucun technicien qui ne voulait manger avec les Frix. C'est-à-dire qu'il y avait juste le metteur en scène, qui était donc Todd Browning. C'était lui qui mangeait avec les Frix. Et donc, c'est peut-être un des... j'allais dire un des rares cas. Non, c'est pas un des rares cas, mais en tout cas, Todd Browning s'est retrouvé tout seul face à son équipe, qui ne supportait pas la vision, acteurs. Pourtant absolument charmante d'ailleurs, de ces acteurs, parce qu'on y retrouve... Il y a Harry et Daisy Earls qui, dans le film d'ailleurs, jouent un couple qui dans la vraie vie étaient des frères et sœurs.
Voilà, et qui eux aussi ont très très bien réussi. Moi, il y en a beaucoup que j'adore, hein. C'est Prince Randian, vous savez, l'homme tronc dans Fricks, là, celui qui se fait sa clope toute seule et tout. Alors ça m'a toujours fasciné. C'est une scène qui, mais vous pouvez pas imaginer ce que ça peut faire pop 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 comme ça dans ma tête quand je vois ça. Qui lui a une vie absolument magnifique. Voilà, il s'est marié, il a eu de très très beaux enfants. Johnny Heck aussi, qui a eu une très très belle vie. Bon, bref, on peut pas passer à côté de Fricks, qui est une histoire de vengeance comme ça dans les milieux du cirque. Alors après, bien sûr, il fallait que je dérape. Eh oui. Vous comprenez bien. Je pouvais pas en rester là. Alors ça, j'en avais déjà parlé dans cette émission. The Amazing Mr. No Legs, qui est sorti en France sous le titre La Poursuite Infernale. Alors ça, c'est un cas de recyclage intéressant. C'est un vétéran de la guerre de Corée qui s'appelle Ted Volrat, qui a pété sur une mine et du coup, plus de jambes. Il a perdu ses jambes. Il a perdu ses jambes, mais grâce à ça, il a inventé une méthode de kung-fu. Et voilà. Et donc, il faisait du kung-fu sur sa chaise roulante. Et là, il a fait un film. Enfin, il est acteur dans un film. Donc, ce fameux Amazing Mr. No Legs, où il est dans un fauteuil roulant, mais un peu à la James Bond. Vous voyez, avec des lames qui sortent sur les côtés. Enfin, il y a des fusils de chasse comme ça et tout. Enfin, bon, voilà, il est très, très méchant. Le film est pas terrible, mais il y a Ted Volrat, donc ça je recommande fortement. Vous allez me dire, mais alors le kung-fu c'est pas possible. Mais si, c'est possible, car voici les monstres du kung-fu. Mais oui, alors ça c'est extraordinaire. Alors bon, le scénario tient sur un ticket de métro, pas toulousain, parisien en plus. Donc c'est une simple histoire de vengeance. Là, le truc complètement incroyable, c'est qu'il y a des gentils, des protagonistes, et ça c'est intéressant parce que c'est vraiment des gentils là, les deux personnages. Il y en a un qui a pas de bras et l'autre qui a pas de jambes. Alors ils vont s'associer, mais alors pour faire un truc formidable, c'est-à-dire pour coller une branlée aux méchants. Et alors ça, moi je trouve ça génial. Vous voyez, voilà, moi ça j'adore. Voilà. On ne lui dira jamais assez, l'esprit de coopération est à remettre à l'honneur. Et voilà. Alors après, on a des trucs improbables. Alors ça, je vous ai amené ça aussi, qui s'appelle The Freak Maker, qui est sorti en France sous le titre Mutation, qui a été fait par Jack Cardiff, très bizarrement, qui est un très très grand directeur photo, qui a éclairé notamment le Narcisse Noir pour Michael Powell, c'est vous dire le haut niveau technique du garçon, qui là, on ne sait pas pourquoi, s'est retrouvé dans cette improbable série Z complètement malade. Et donc là, en fait, on a un savant fou qui est joué par Donald Pleasance, qui essaye donc de marier les plantes et les humains. Et bien sûr, comme toute expérience, il y a des déchets. Et les déchets sont exposés comme phénomène de foire. Alors, c'est un film qui est très très bizarre parce que les phénomènes de foire sont de vrais phénomènes de foire et ils sont issus en fait d'effets spéciaux un peu ratés, si je peux dire. Donc voilà. Alors ça c'est un truc qui est vraiment très 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 étrange. Ça date de 74, la période d'essai du cinéma, comme je dis toujours. Ils osaient tout. Alors vous allez me dire, le porno, il y a pas de frics. Mais si, bien sûr, on trouve des phénomènes de foire aussi dans le porno. Long John Silver, extraordinaire, superbe jolie fille, etc. Qui malheureusement après un accident a été amputée juste un peu en dessous du genou. Et enfin, je vous fais pas un dessin, mais je vais le dire quand même. Il s'avère que l'appendice qui lui reste fait figure un petit peu comme ça de pénis. Donc voilà. Alors Long Jane Silver, qui a fait plein de films, elle a fait plein. Moi j'adore. J'en ai vu beaucoup. Moi je suis assez client. Là c'est le titre du film parce que c'est un documentaire donc d'Alex de Renzi. Alors un documentaire pour les adultes. Attention, il y a du zizi. Ça ne rigole pas du tout. Et bien justement, on va terminer par un documentaire qui s'appelle Being Different. Être différent. Alors ça date de 81. Alors ça, c'est très très curieux parce que j'arrive pas à savoir si on est dans le pur voyeurisme ou si on est quelque part dans le militantisme parce que justement ça milite pour la réinsertion des phénomènes dans la société. Alors là il y a plein de personnages, donc on a évidemment des Siamois. Je vous ai pas parlé des Serulton, j'en reparlerai à la fin de l'émission, qui jouait dans Fricks. Donc là on a des frères Siamois, on a la femme la plus grande du monde, on a l'homme le plus gros du monde.
exemple, on a une femme sans bras, à un moment donné, qui rentre dans un magasin de vêtements et qui fait des essayages. Elle arrive à se mettre un jean comme ça, toute seule, et un t-shirt, ça aussi, j'ai adoré. Il y a l'extraordinaire mariage de la femme à barbe et de l'homme alligator. Alors ça ferait un film formidable, parce que c'est vraiment une très 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 belle histoire d'amour. Ils ont eu des enfants d'ailleurs, on les voit dans le documentaire avec leurs enfants. Et alors moi ça c'est un truc le documentaire que j'ai beaucoup aimé, même si là c'est ses défauts un petit peu sensationnalistes, c'est que toute la première partie en fait se situe dans une ville, alors si ma mémoire m'échappe pas, je crois que c'est Jackson City, quelque chose comme ça, qui était une ville de Floride, et c'était une ville saisonnière, c'est-à-dire que quand les sideshows, comme on les appelait aux États-Unis, ces spectacles avec des phénomènes de foire avaient fini leur saison, eh bien se créait cette ville éphémère pour la saison d'hiver. C'était une ville de frics. Alors ça c'est incroyable, puisque le shérif de la ville était l'homme le plus grand du monde. Alors vous imaginez ça, enfin voilà. Donc la loi dominait la situation. Exactement. Alors il y avait aussi quelques employés, bien sûr, de cirque et tout, qui étaient là, bien évidemment, avec eux. Mais c'est incroyable. C'est cette espèce de ville comme ça, champignon, éphémère, qui durait 1 mois, 2 mois comme ça, qui était gérée quasiment uniquement que par des frics. Et j'ai toujours rêvé qu'on en fasse un film, qui est quelque part peut-être un roman noir, qui se fasse dans cet univers-là. Dans cet univers-là. En tout cas, ça, c'est un choc. Je pense que c'est quasiment les seules images qui existent, enfin que moi je connaisse tout du moins de cette ville-là, qu'on peut voir donc dans ce documentaire qui s'appelle donc Being Different, qui est narré d'ailleurs par Christopher Plummer, alors qui était un acteur assez connu à l'époque. Britannique, si je ne m'abuse. Britannique, tout à fait, qui avait tourné un très grand film, qui avait peut-être besoin d'un petit billet à ce moment-là, donc il est venu, commenter ce documentaire. Il est venu commenter ce documentaire. Et je finirai donc sur les sœurs Hilton, qui sont les sœurs siamoises de Frics. Je voulais en parler, qui se sont retrouvées dans un abominable mélodrame qui s'appelle L'amour parmi les monstres, qui est sorti, je crois, aussi en France. Alors ça, j'ai jamais vu ça. Je suis resté devant ce film-là, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est atrocement mauvais, mais je voulais savoir comment ça allait se terminer. C'est-à-dire que les sœurs Hilton, effectivement, rencontrent... alors je crois que c'est Daisy Hilton qui rencontre l'homme de sa vie, mais sa sœur siamoise ne veut pas se marier. Alors vous imaginez le dilemme qu'il va y avoir. Donc voilà, et c'est une histoire qui finit pas très bien. Oui, parce que les histoires d'amour finissent mal en général. Exactement, tout à fait. Eh bien, parfait. Voilà. J'aurais pu vous en faire plus sur les frics. Je pense qu'effectivement, vous avez une culture assez encyclopédique aussi, certes, sur cet aspect-là du cinéma mondial. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette sélection. On mettra les titres sur le Facebook de l'émission, histoire que l'auditeur puisse aller se régaler de ces films-là, que l'on peut trouver, nous le rappelons, autant en DVD chez tous les bons marchands que également sur le net en cliquant 2-3 bonnes adresses sur lesquelles on peut. Très bien. Voilà, c'est tout à fait possible. À la semaine prochaine, Fred. C'est là-dessus que Caramel Mousse se termine pour ce soir. Voilà. Dans 3 secondes, on va retrouver le show de John qui va venir tout de suite à partir de 19h30. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, on parlera de disco funk avec le groupe toulousain Friex qui sort son premier EP, et puis on parlera aussi des aventures nettement moins rigolotes de Mixar Miris avec Joël Lecussin. D'ici là les filles, portez-vous bien, à la semaine prochaine. Caramel.